87% des personnes victimes de relations narcissiques déclarent que le silence a été l'arme la plus puissante pour se reconstruire. Et pourtant, ce silence, c'est aussi ce qui brise le narcissique de l'intérieur. Pas au moment où tu cries. Pas quand tu exploses. Mais au moment exact où tu ne réagis plus. Quand il comprend qu'il ne contrôle plus rien. Ce n'est pas toi qu'il veut. C'est ton énergie, ton attention, ton admiration. Et quand il perd le sens de sa propre existence. Ce que tu vas entendre maintenant, c'est ce qu'il ressent vraiment. Le jour où il comprend que tu ne reviendras pas. Ce qu'il fait, ce qu'il cache, ce qu'il prépare dans l'ombre. Et surtout, pourquoi ton absence est devenue sa plus grande obsession. Alors si tu vis, ou si tu as déjà vécu cette situation, laisse un like, appuie sur Boost, et partage ton expérience dans les commentaires. Ou écris simplement merci, pour toi, et pour les autres. Carl Jung écrivait, « Tout ce qui nous irrite chez les autres peut nous conduire à une meilleure compréhension de nous-mêmes. » Et pourtant, ce que tu vis avec un narcissique dépasse la simple irritation. C'est un ouragan émotionnel qui t'a broyé lentement. Mais voici ce qu'on oublie souvent, le vrai choc, ce n'est pas ta douleur. C'est la sienne, le jour où tu ne réagis plus. Freud, de son côté, parlait du narcissisme primaire comme d'un besoin infantile non comblé, une quête constante de reconnaissance pour combler un vide abyssal. Et les chiffres sont frappants. Selon une étude de la National Library of Medicine, lorsqu'un individu atteint de troubles narcissiques perd une source d'approvisionnement émotionnel stable, son taux de cortisol, l'hormone du stress, augmente de 23% en moins de 24 heures. Pourquoi? Parce que tu n'étais pas juste quelqu'un dans sa vie. Tu étais le miroir où il se voyait encore puissant. Tu penses peut-être qu'il t'a oublié, qu'il passe déjà à une autre. Mais c'est une illusion. Ce que la psychologie appelle le choc du vide, c'est ce moment brutal où ton absence devient plus bruyante que toutes tes paroles. C'est le silence qui le confronte, pour la première fois, à sa propre insignifiance. Car tu étais bien plus que tu ne le croyais, tu validais son existence. Et aujourd'hui, sans toi, il n'a plus de scène sur laquelle jouer. On pense souvent que le narcissique s'en fiche. Pourtant, les dernières recherches en neurosciences sociales montrent que le cerveau narcissique a une activité accrue dans le cortex préfrontal médian, une zone liée à l'autoréflexion, mais uniquement quand il sent qu'il n'est plus regardé. Autrement dit, il devient plus conscient de lui-même quand il est ignoré. C'est paradoxal. C'est même cruel pour lui. Et c'est pour ça que ton silence est son plus grand ennemi. Tu te demandes sûrement pourquoi il semble si froid, si détaché, comme si rien ne l'atteignait. Mais ce masque est une façade. Dans les témoignages récoltés par la psychologue Wendy Behary, auteure de Disarming the Narcissist, près de 87% de ces patients narcissiques rapportent une sensation de perte de contrôle lorsque leur partenaire ne répond plus à leurs provocations. Ils se sentent invisibles. Ils paniquent. Ils oscillent entre rage, charme forcé, puis apathie totale, dans une boucle qui peut durer des mois. Et ça, c'est ce que tu ne vois pas. Le silence, ce n'est pas une fuite. C'est une arme. Une réponse active. Et Jung le disait déjà, ce que tu nies te soumet. Ce que tu acceptes te transforme. Le narcissique nie le vide. Il fuit l'absence. Il vit dans la terreur de ne plus exister dans l'esprit des autres. Alors quand tu le retires de ton monde, tu lui retires sa source d'oxygène. Tu ne le punis pas, tu l'exposes à lui-même. C'est aussi ce que Sénéca exprimait à sa manière. C'est quand on cesse d'être esclave de la réaction qu'on devient maître de sa paix. En refusant d'être un pion dans sa stratégie de contrôle, tu fais quelque chose de plus puissant que la colère ou les reproches. Tu crées un vide. Et dans ce vide, il est seul avec lui-même. Et ça, il ne sait pas le gérer. Tu veux savoir ce qu'il ressent vraiment? Ce n'est pas de la tristesse. C'est de la dissonance. Le cerveau narcissique est câblé pour la gratification immédiate. Il ne tolère pas le délai, l'absence, l'indifférence. C'est une question de biologie, pas d'émotion. Il ne ressent pas comme toi. Il perçoit une perte de territoire. Une perte de pouvoir. C'est l'ego qui meurt, lentement. Et pourtant, il ne le montre pas. Il attend. Il te guette. Il espère que ton besoin d'apaisement, de clôture, d'explication va le ramener dans ta vie. Mais tu n'as plus besoin de réponse. Tu as besoin de retrouver ton axe. Car l'un des plus grands pièges du lien narcissique, c'est de penser que tu dois finir proprement une relation qui a été tout sauf propre. Souviens-toi de cette citation de Marc Aurèle. Tu as pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalise cela, et tu trouveras la force. C'est exactement ce que tu fais, là, maintenant. Tu redeviens acteur de ton monde intérieur. Et c'est cela qui crée un manque chez lui. Pas ton amour, mais ta lumière. Ton attention. Ta capacité à croire encore en lui.
Quand tu coupes cela, c'est comme une ampoule qu'on éteint dans une pièce vide. Il n'y a plus rien à voir. Juste un homme face à son propre reflet. Et pour lui, ce reflet est insupportable. Freud l'avait déjà identifié il y a plus d'un siècle. Le narcissique vit dans une illusion de toute puissance pour éviter l'effondrement psychique. Mais ce que Freud n'avait pas encore pu mesurer, c'est l'ampleur du chaos intérieur qui se produit lorsque cette illusion commence à se fissurer. Et ce chaos porte un nom, la dissonance narcissique. Carl Jung écrivait que plus l'ombre est niée, plus elle grandit dans l'inconscient. C'est exactement ce qui se produit dans l'esprit du narcissique quand il réalise que tu ne crois plus à son masque. Ce moment précis où il sent que son pouvoir s'efface. Il vacille. Il doute. Pas de toi, mais de lui. Et ce doute-là, il ne l'a jamais appris à gérer. Une étude menée par le docteur Elsa Roningstam de la Harvard Medical School révèle que les personnes atteintes de traits narcissiques modérés à sévères subissent un pic d'activité dans l'amygdale, la zone du cerveau liée à la peur et à la menace, lorsqu'ils sont confrontés au rejet silencieux. Ce n'est pas anodin, leur cerveau traite ton absence non pas comme une perte, mais comme une menace existentielle. Parce qu'en réalité, ils ne perdent pas quelqu'un. Ils perdent le rôle qu'ils jouaient grâce à toi. Tu étais leur miroir. Et quand ce miroir tombe, ils ne voient plus rien. Et cette obscurité intérieure, ils ne la supportent pas. Alors ils commencent à se débattre avec eux-mêmes. C'est la dissonance. L'inconfort mental profond qui surgit quand deux réalités s'affrontent. Je suis irrésistible, et pourtant elle ne revient pas. C'est là que se déclenchent les phases les plus déroutantes pour toi. Il peut disparaître, puis revenir, charmeur, presque sincère. Il peut t'accuser d'être instable alors que c'est lui qui implose. Il peut même adopter des comportements opposés en quelques heures. Et tu crois devenir folle. Mais ce n'est pas toi. C'est lui, en train de vaciller entre deux identités, le dieu de sa propre scène, et l'enfant rejeté qui hurle dans l'ombre. Le philosophe stoïcien Épictète disait, « Ce ne sont pas les choses qui troublent les hommes, mais l'opinion qu'ils en ont. » Le narcissique, lui, ne supporte pas que son opinion ne soit plus partagée. Tu n'adhères plus à son récit. Tu remets en question son contrôle. Et sans public, sa pièce s'écroule. Dans les recherches de la docteure Ramani Durvasula, spécialiste mondialement reconnue du comportement narcissique, plus de 70% des sujets narcissiques montrent une hypersensibilité aux critiques implicites, surtout lorsqu'elles viennent de personnes qu'ils considéraient comme inférieures émotionnellement. Et dans leur logique, ton silence est une critique, une trahison, une rébellion contre leur version de l'histoire. Mais ce qui est fascinant, c'est que dans ces moments de doute, ils deviennent paradoxalement plus lucides. C'est à ce moment-là qu'ils peuvent entreapercevoir la vérité, que leur pouvoir sur toi était fragile. Basé sur des peurs, des blessures, des besoins que tu ne connaissais même pas. Et maintenant, tu les connais. Tu sais, tu vois. Et ce regard, il ne le supporte pas. Il essaiera de t'effacer, de te remplacer, de te calomnier. Non pas parce qu'il t'a oublié, mais parce qu'il ne supporte pas que tu sois sorti de sa prison mentale sans sa permission. Et plus encore, que tu ne lui demandes même plus la clé. La dissonance narcissique, c'est donc cette fracture intérieure où le narcissique doute de son pouvoir, mais ne peut pas encore admettre sa faiblesse. Il tangue entre colère et vide. Il devient imprévisible. Et c'est pour cela que tu dois rester stable. Ne pas lui tendre un miroir pour se reconstruire. Ne pas lui offrir de nouveau ton regard pour le rassurer. Sénéca disait, la colère naît de l'espérance déçue. Et c'est exactement ce qu'il vit. Il espérait encore pouvoir t'attirer, te troubler, t'atteindre. Mais tu n'as plus peur. Tu n'es plus dans son monde. Et ce détachement, ce silence, cette sérénité que tu commences à construire, c'est pour lui la preuve ultime qu'il a vraiment perdu. Et tu sais quoi? Ce doute, il ne le montrera jamais. Il le transformera en sarcasme, en indifférence, ou en stratégie de retour. Mais maintenant tu sais, tu vois derrière le masque. Et c'est toi qui as désormais le pouvoir. Ce qui dérange le plus un narcissique, ce n'est pas que tu partes. C'est que tu partes sans bruit, sans drame, sans implorer, sans te retourner. Car c'est précisément ce calme, cette paix qui l'obsède. Le moment où tu sembles enfin libre, aligné, tourné vers autre chose. C'est là qu'il revient. Masqué, lisse, doux, parfois même vulnérable. Mais il ne revient pas pour toi. Il revient pour récupérer son rôle. Et effacer la preuve que tu as pu vivre sans lui. Carl Jung disait que les gens feront tout, aussi absurde que cela puisse paraître, pour éviter d'affronter leur propre âme. Le retour du narcissique en est la parfaite illustration. Quand il te sent à nouveau debout, réancré dans ta vie, il se sent, lui, effacé. Et la seule manière de redevenir visible, c'est de s'infiltrer à nouveau dans ton esprit. Pas pour réparer, pas pour aimer,
mais pour exister dans ton monde. C'est ce que les psychologues appellent le hovering, un terme tiré de l'aspirateur ovaire. C'est une tentative de te reaspirer dans le lien, en utilisant tout ce qu'il a compris de toi. Ton besoin d'avoir des réponses. Ton empathie. Ton sentiment de culpabilité. Il va donc t'envoyer un message neutre. Une vidéo partagée. Une chanson. Un souvenir. Et parfois même un aveu, savamment dosé. Tu me manques, je pense à toi. J'ai compris des choses. Mais rien n'est jamais dit clairement. Car dire, c'est s'engager. Et s'engager, c'est abandonner le contrôle. Le narcissique veut te faire douter. Pas t'aimer. Il veut que tu te demandes s'il a changé. Il veut que tu lui prêtes une profondeur qu'il n'a jamais eue. Il veut que tu ouvres une brèche. Que tu rendes les armes, en croyant qu'il vient en paix. La neuroscientifique Lisa Feldman Barrett, dans ses recherches sur les émotions, démontre que le cerveau interprète une simple notification ou message venant d'un ex toxique comme une menace ambivalente. Le cœur accélère, le système nerveux devient hypervigilant. Et tu ne sais pas pourquoi tu te sens si tendu. Parce que ton inconscient, lui, se souvient. Il sait ce qui est derrière le masque. C'est aussi à ce moment-là que surgit ce que Freud appelait la compulsion de répétition. Le désir inconscient de revivre un traumatisme non résolu, dans l'espoir de le réparer. Et c'est là que tu es en danger. Car il sait ce qu'il déclenche. Il connaît ton ancienne faille. Et il y revient déguisé, avec des mots nouveaux, mais les mêmes intentions. Parfois, il ne revient pas par douceur, mais par peur. Il a vu que tu as changé de posture, peut-être même que tu commences à briller sans lui. Et ça, c'est une humiliation pour son ego. Il préférerait que tu pleures que de te voir heureuse. C'est pour ça qu'il peut revenir juste pour casser ton nouvel équilibre. Pas pour y appartenir, mais pour le saboter. Et s'il sent que tu ne cèdes pas, il peut activer la triangulation. C'est-à-dire te montrer subtilement qu'une autre personne est désormais dans sa vie. Pas pour tourner la page, mais pour piquer ton ego, rallumer ta jalousie, te faire croire que tu n'étais qu'un pion remplaçable. Tout est stratégie. Rien n'est vérité. La psychologue Harriet B. Breké affirmait que la manipulation est l'arme des faibles qui refusent de se soigner. Et tu le sens dans ses retours déguisés, il n'y a pas de sincérité. Il y a un besoin désespéré de reprendre le contrôle de ton récit. Même les stoïciens comme Sénèque nous avertissaient, ce n'est pas celui qui te frappe qui est ton ennemi, mais celui qui sourit quand il recommence. Et le narcissique revient souvent avec ce sourire. Tu dois comprendre ceci, s'il revient quand tu vas mieux, ce n'est pas un hasard. C'est une réponse à ta lumière. Et cette lumière, elle le dérange. Il ne veut pas que tu ailles bien. Il veut que tu dépendes de lui pour aller bien. Mais aujourd'hui, tu as changé de fréquence. Tu ne vis plus dans l'attente. Tu observes. Tu ne cherches plus à être choisi. Tu te choisis. Alors la prochaine fois qu'il reviendra, rappelle-toi, ce n'est pas une personne qui revient. C'est un ancien programme. Une illusion. Atteste. Et cette fois, tu connais le scénario. Carl Jung l'a dit sans détour, ce que tu nies en toi revient sous forme de destin. Et le narcissique, plus que tout autre, vit piégé dans ce destin qu'il refuse de voir. Car derrière le masque de supériorité, de froideur ou d'arrogance, il y a une guerre. Silencieuse. Inavouable. Une guerre intérieure qu'il mène contre lui-même depuis l'enfance. Et ce qu'il ne veut surtout pas, c'est que toi, tu le comprennes. Freud affirmait que le narcissisme pathologique se développe comme un mécanisme de défense contre un soi brisé. C'est un système complexe bâti pour ne jamais ressentir à nouveau la honte primitive. Cette honte-là, il ne l'exprime pas. Il la projette. Sur toi. Sur les autres. C'est plus facile d'humilier que d'être humble. Plus facile de dominer que d'être rejeté. Car ce qu'il craint le plus n'est pas l'abandon, mais d'être vu sans ses artifices. Des études menées par le Dr James Masterson, spécialiste du narcissisme, montrent que chez les individus atteints de ce trouble, l'estime de soi fluctue fortement en fonction du regard de l'autre. Mais plus encore, 78% d'entre eux ont vécu des épisodes précoces d'humiliation émotionnelle ou d'ignorance parentale, souvent masqués sous une façade de réussite sociale ou d'éducation stricte. Il n'a jamais appris à être aimé pour ce qu'il est. Il a appris à séduire, manipuler, impressionner, pour survivre. Et dans cette logique, toi, tu devenais une extension de lui-même. Tu ne pouvais pas être indépendante. Ta joie devait passer par lui. Ton estime devait venir de lui. Car si tu devenais autonome, alors tu risquais de voir la fissure. L'enfant apeuré qui crie encore dans son inconscient. Celui que Jung appelait l'enfant intérieur traumatisé, rejeté dans l'ombre parce qu'il était trop faible, trop vrai. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est que ce faux self, ce masque qu'il porte chaque jour, est en train de l'étouffer. Il se suradapte, se transforme, il joue des rôles. Il peut être l'amant passionné,
l'intellectuel brillant, le rebelle mystérieux. Mais à l'intérieur, il ne sait pas qui il est. Et il ne veut surtout pas le découvrir. Parce que découvrir, c'est ressentir. Et ressentir, c'est revivre la douleur. Les neurosciences le confirment. Chez les narcissiques, l'activité du Default Mode Network ou le système cérébral impliqué dans l'introspection est souvent perturbée. Cela signifie qu'ils fuient leurs propres pensées. Ils vivent tournés vers l'extérieur. Non pas pour aimer, mais pour éviter de ressentir le vide intérieur. Ce vide qu'ils projettent sur toi, en te faisant croire que tu es le problème. Et pourtant, parfois, pendant quelques secondes, une faille s'ouvre. Un regard perdu, un geste tremblant, une parole mal retenue. C'est la guerre en lui, entre le masque et l'ombre, entre ce qu'il montre et ce qu'il ressent. Mais il la referme aussitôt. Il rit, il te provoque, il change de sujet, car il sait que s'il descend trop profondément en lui, il pourrait ne jamais revenir. Tu ne le verras jamais pleurer. Il pleure en silence, loin des regards. Pas pour toi, mais pour cette version de lui-même qu'il a dû tuer pour survivre. Il est la faiblesse, parce qu'il est né dedans. Et toi, tu es devenu un miroir trop précis, trop limpide. Tu vois ce qu'il cache. Et ça, c'est insupportable. Marc Aurèle écrivait, « Ce n'est pas la mort que l'homme doit craindre, mais de ne jamais commencer à vivre vraiment. » Et le narcissique, au fond, n'a jamais vécu en lui-même. Il vit dans les autres. Il se nourrit de leur énergie, de leur attention, de leurs doutes. Et quand il te perd, il perd aussi une partie de cette fausse vie. Mais la vérité est là, tu ne peux pas le sauver. Ce n'est pas ton rôle. Ce n'est pas ton fardeau. Tu peux compatir, mais tu ne peux pas guérir pour lui. Parce qu'il ne le veut pas. Et c'est peut-être ça, le plus cruel. Ce n'est pas qu'il ne peut pas changer, c'est qu'il ne choisit pas de changer. Alors tu choisis à sa place. Tu choisis la paix, la lumière, la vérité. Et même s'il ne te le dira jamais, une partie de lui sait que ta distance est une condamnation. Non pas par vengeance, mais parce que tu as vu ce qu'il cachait. Et tu as choisi de ne plus en être complice. Il y a un moment dans la dynamique narcissique où tout semble se retourner. Ce n'est plus toi qui cherches des réponses. C'est lui qui se plaint. C'est lui qui pleure, qui s'effondre. Tu entends des phrases comme « Tu m'as détruit. Tu m'as abandonné. Tu m'as manipulé. » Et si tu n'es pas préparé, ce retournement te désarme. Car d'un coup, le bourreau devient victime. Et toi, tu te retrouves à douter, à culpabiliser, à revoir tout le récit à l'envers. Freud parlait déjà de ce phénomène, la projection inversée. Un mécanisme de défense primitif dans lequel l'agresseur projette ses intentions, ses actes, sa violence, sur l'autre, pour ne pas avoir à les intégrer dans sa propre conscience. Et dans le narcissisme pathologique, ce mécanisme est affûté comme une arme. Il en fait un article, une stratégie de survie. Une étude publiée dans le Journal of Personality Disorder montre que les individus narcissiques ont une capacité supérieure à utiliser la distorsion cognitive pour reconstruire le récit à leur avantage. 92% des cas observés utilisent des expressions de victimisation exagérées pour obtenir à nouveau un contrôle émotionnel sur leur partenaire. Ce n'est pas un hasard. C'est une tactique, subtile, déstabilisante, parfaitement orchestrée. Et pourtant, tu te souviens. Tu te souviens des silences glaçants, du regard vide, des humiliations travesties en blagues, des petites dévalorisations quotidiennes, des crises suivies d'excuses vides. Tu sais ce que tu as vécu, mais son masque te trouble, parce qu'il semble sincère, brisé. Il pleure peut-être même pour la première fois. Et dans ton cœur, tu ressens encore quelque chose. De l'attachement, de la confusion, ou une ancienne blessure qui se réveille, celle qui veut encore réparer. Le psychologue Craig Malkin, spécialiste du narcissisme, explique que ce basculement est une forme de gaslighting avancé. Il ne nie plus seulement ce qu'il a fait, il s'en approprie la souffrance. Il devient la personne blessée dans l'histoire. Il crée une inversion émotionnelle qui te pousse à revenir, non plus par amour, mais par devoir. Tu deviens le sauveur de ton agresseur. Et c'est là que tu dois être plus lucide que jamais. Car cette mise en scène n'est pas une reconstruction. C'est une manœuvre. Il ne cherche pas la guérison. Il cherche le récit qui lui permet de ne pas être coupable. Et il est prêt à tout pour l'imposer. Même à t'enfermer dans le rôle du monstre. Jung disait que les gens ne deviennent pas éclairés en imaginant des figures de lumière, mais en rendant l'ombre consciente. Et ce que tu vis là, c'est exactement ça, un moment d'éveil brutal. Tu vois le dernier masque tomber. Celui de la fragilité feinte. De l'innocence fabriquée. Il ne veut pas que tu partes en paix. Il veut que tu partes coupable. Et parfois, ce théâtre ne s'arrête pas à toi.
Il va raconter autour de lui que tu l'as détruit. À ses amis, à sa famille, sur les réseaux. Il t'efface symboliquement en te salissant. Il réécrit l'histoire. Et le plus douloureux, c'est qu'il peut être cru. Parce que le monde croit les larmes, pas les cicatrices. Mais Sénéca l'avait prédit. Ceux qui font le plus de bruit pour être crus sont souvent ceux qui fuient la vérité. Tu n'as pas à prouver ce que tu as vécu. Tu n'as pas à te justifier. Car tu n'es pas dans un tribunal. Tu es en train de guérir. Et ce retour dans le rôle de victime est un signal. Il te dit, je n'ai pas changé. Il confirme que le théâtre continue. Qu'il ne vit pas dans la vérité, mais dans la narration. Il ne cherche pas la paix. Il cherche le dernier mot. Mais toi, tu n'en as plus besoin. Tu n'as plus besoin d'avoir raison. Tu n'as plus besoin d'expliquer ce qui est évident. Tu n'as plus besoin d'entrer dans un duel de perception. Parce que tu es sorti du jeu. Et c'est ça, le plus grand affront pour lui. Ce n'est pas ta colère. Ce n'est pas ta douleur. C'est ton détachement. Ton refus de jouer un rôle dans une pièce qu'il n'a jamais voulu arrêter. Il y a une chose que le narcissique ne comprend pas. Une chose qu'il ne peut pas contrôler. Une chose qui, pour lui, est plus violente qu'un cri, plus douloureuse qu'une insulte, plus irréversible qu'un départ. Cette chose, c'est ton silence. Parce qu'il n'est pas passif. Il est absolu. Il n'offre aucun terrain à conquérir. Aucun mot à retourner. Aucun reproche à manipuler. Juste un vide. Et pour un être qui ne vit qu'à travers ton énergie, ton regard, ton attention, ce vide, c'est une chute libre. Freud disait, le silence est le cri le plus fort. Et dans le cadre d'une relation toxique, c'est aussi le seul langage que le manipulateur ne parle pas. Il peut déchiffrer ta colère, tes doutes, tes explications. Il peut même jouer avec tes émotions, tes besoins d'être comprise. Mais ton silence, il n'y a pas accès. C'est une frontière qu'il ne peut franchir. Un territoire qu'il ne peut posséder. Des recherches récentes en neurosciences émotionnelles menées par l'Université de Columbia ont démontré que le cerveau d'un individu à tendance narcissique entre en état de stress intense lorsqu'il est confronté à une coupure nette d'interaction. L'amygdale et le striatum ventral s'activent comme en situation de retrait d'une addiction. Car oui, tu étais une addiction. Pas toi en tant qu'âme, mais toi en tant que source de validation. Et ton silence agit comme un sevrage brutal. Mais ce silence n'est pas qu'une protection. C'est une guérison. Parce qu'en te retirant du bruit, tu entends enfin ta propre voix. Celle que tu avais enterrée sous les compromis, sous la peur d'être abandonné, sous la fatigue de devoir toujours expliquer. Le silence est le seul moment où tu cesses de répondre à l'autre, pour commencer à te répondre à toi-même. Carl Jung l'appelait le processus d'individuation. Ce moment où tu reprends possession de ton intériorité. Tu ne te définis plus par le regard de l'autre. Tu n'attends plus l'approbation. Tu ne vis plus à travers le rôle de sauveur, de réparateur, d'âme patiente. Tu redeviens l'auteur. Et le narcissique, lui, perd le script. Marc Aurèle écrivait, l'âme est colorée par les pensées. Et ton silence est ce temps sacré où tu recolores ton esprit avec ta vérité. Pas celle qu'on t'a imposée. Pas celle qui a été tordue pour mieux te garder. Mais celle que tu as retrouvée, au fond du calme, au fond du retrait. C'est là que tu réalises que l'amour ne crie pas. Il ne force pas. Il n'humilie pas. Il n'a pas besoin d'être rappelé pour exister. Et tu te demandes peut-être, mais que faire s'il revient encore? Ne rien faire. Ne pas réagir, c'est déjà agir. Ne pas répondre, c'est déjà répondre. Le narcissique a besoin de friction pour exister. Il cherche ta colère, ton besoin d'explication, ton envie de réparer. Mais il ne sait pas quoi faire face à ton détachement. Il devient spectateur d'un film dont il n'est plus le héros. La psychologue Melanie Klein, pionnière de la psychanalyse infantile, expliquait que certains adultes restent émotionnellement figés dans une phase où le manque d'attention est vécu comme une mort symbolique. Et c'est exactement ce que ton silence déclenche chez lui, une forme de disparition. Il n'a plus de reflet. Et il ne sait plus exister. Mais toi, tu renais. Et ça, c'est plus qu'un concept. C'est une reprogrammation de ton système nerveux. Ton cerveau, lentement, sort de l'hypervigilance. Ton souffle se stabilise. Tes pensées s'éclaircissent. Tu reprends possession de ta réalité. Et tu réalises que ta valeur ne dépendait pas de son regard, mais de ta capacité à t'en libérer. Sénèque disait, « Celui qui est maître de lui-même n'est esclave de personne. » C'est exactement là que tu arrives. Tu n'as plus besoin d'avoir le dernier mot. Tu n'as plus besoin d'être comprise par lui. Parce que tu t'es comprise, toi. Et dans cette compréhension, tu te choisis. Alors oui, ton silence est une arme. Mais c'est surtout un sanctuaire. C'est là que ta vérité s'est réinstallée. Que ta paix s'est reconstruite. Et que sa voix s'est éteinte.